J'ai vendu environ 80% de mon portfolio récemment. Et non, c'est pas parce que je pense que le marché va s'effondrer demain matin. C'est simplement parce que après mûre réflexion, après avoir mesuré les pour, les contre, j'ai préféré transférer ce 80% vers quelque chose de moins risqué. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon portfolio à moi, de ma gestion de risque personnel, et c'est en aucun cas un conseil d'investissement. C'est juste mon histoire à moi. Si t'as aucune idée de qui je suis, ben moi c'est Michael Wolf, j'ai commencé à investir à la fin de 2018 suite à la perte de mon condo, comme on peut le voir sur cette photo. Et à la place de me racheter un autre condo, ben j'ai décidé de me lancer en investissement. Ce que honnêtement, j'aurais dû faire bien avant ça. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, let's go, c'est le moment de le faire. Et si tu veux faire ta bonne action de la journée, like donc la vidéo. Merci tout le monde, c'est parti. Bon, c'est pas un secret, quand j'ai commencé à investir, je suis tombé en amour très rapidement avec le S&P 500, c'est-à-dire l'indice boursier le plus populaire au monde. Quand tu investis dans un fonds qui représente le S&P 500, tu investis dans les 500 plus grandes entreprises américaines, ce qui diversifie ton portfolio en 500 compagnies. Et depuis des décennies, le rendement moyen tourne autour de 8 à 10% par année. Et pour ma part, j'ai toujours investi dans VFV, qui est un fonds qui représente le S&P 500. Donc oui, initialement, j'avais 100% de mes investissements là-dedans. Et quelques années plus tard, je suis tombé en amour avec un autre indice, le Nasdaq 100, avec le fonds XQQ. Quand on parle du Nasdaq 100, on parle des 100 plus grandes entreprises technologiques. Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Amazon et 95 autres. Donc oui, la grande majorité de ces 100 entreprises se retrouvent également dans le S&P 500. Mais il y a évidemment 400 compagnies en moins et pratiquement aucune diversification en termes de secteur, puisque c'est 100 compagnies technologiques. Et année après année, mon portfolio qui était initialement 100% de S&P 500 avait de plus en plus de Nasdaq 100. Au début, j'avais environ 80% de S&P et 20% de Nasdaq. Après 70% de S&P et 30% de Nasdaq. Et éventuellement, j'avais même vendu une très grosse part de mon S&P pour acheter plus de Nasdaq. Et depuis environ les 2-3 dernières années, mon portfolio était rendu à 80% de Nasdaq et 20% de S&P. Mais pourquoi exactement est-ce que j'avais fait ça? Premièrement, parce que j'étais prêt à accepter les risques. Parce que oui, le Nasdaq est clairement plus volatile que le S&P. Quand je parle de volatilité, je parle vraiment de faire des montagnes russes, là. Et deuxièmement, parce que ces risques-là, ben ça pouvait bien évidemment m'apporter une possibilité de rendement supérieur. Si on regarde juste par exemple de 2010 à 2024, donc 15 ans de rendement, on parle de 14,79% de moyenne pour le S&P 500 et 19,62% pour le Nasdaq 100. Pratiquement 5% de différence. Alors oui, c'est quand même une grosse différence. Et je l'avoue, j'étais prêt à prendre plus de risques pour tenter de faire accélérer mon portfolio plus rapidement. Par contre, j'ai réalisé que si on regarde réellement les rendements des fonds que j'avais choisis et non des indices, donc VFV pour le S&P 500 et XQQ pour le Nasdaq 100, depuis les 5 dernières années, VFV a battu XQQ. Pardon? Comment ça? La raison principale, c'est que VFV n'est pas couvert contre le risque de change. Tandis que XQQ, lui,
est couvert contre les fluctuations du dollar canadien. Donc, dans un contexte que le dollar américain est devenu plus fort que le dollar canadien, ben ça a fait perdre une partie du rendement de XQQ, ce qui explique pourquoi son rendement est inférieur, malgré le fait que le Nasdaq 100 est mieux performé que le S&P 500 en argent américaine. Et pour éviter ce problème, j'aurais pu simplement prendre un fonds comme ZNQ de BMO, qui est, comme VFV, pas couvert contre le risque de change. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Et sur le long terme, selon mes études, j'ai toujours eu la croyance que quand un fonds est couvert ou pas contre les fluctuations, que sur le long terme, ça s'équivalait pas mal. Et je viens de poser la question à ChatGPT et on va lire sa réponse ensemble. Ok, parlons-en clairement, Michael. Ce que tu dis là est exactement ce que disent beaucoup d'analystes et d'études historiques. Donc, CAD Edge versus non-edge. Quand tu achètes un fonds couvert contre le dollar, Edge, tu élimines le risque que l'argent canadien USD fluctue. Quand tu achètes un fonds non-edge, tes rendements vont aussi dépendre de la variation du dollar canadien par rapport au dollar américain. Impact à court terme. À court terme, ça peut faire une grosse différence. Si le dollar canadien chute fort contre le dollar US, un fonds non-hedge gagne plus en argent canadien. Inversement, si le dollar canadien monte, tu perds. Donc, sur une durée de 1 à 5 ans, tu peux avoir des écarts de plusieurs pourcentages par année. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir entre XQQ et ZNQ. Par contre, si on poursuit, parlons maintenant des impacts sur le long terme, donc 10 ans et plus. Les études montrent qu'en moyenne, sur le long terme, le choix edge ou non-edge ne change pas dramatiquement le rendement final. Pourquoi? Parce que les fluctuations du dollar s'équilibrent sur plusieurs années. Tu auras des années où le edge performe mieux, d'autres où le non-edge performe mieux. Donc au final, le net effect est proche de zéro. Bon, donc ça c'est la croyance que j'ai toujours eue quand on me demandait si c'était mieux un fonds comme ZNQ ou XQQ. J'ai toujours dit qu'au final, sur le long terme, ça change pas grand-chose. C'est la croyance que j'ai, c'est la croyance que ChatGPT a, peut-être qu'on se trompe. Mais bon, poursuivons. Comme je disais, non, je n'ai pas décidé de transférer mon XQQ pour du ZNQ. Au final, j'ai simplement décidé de me départir complètement de mon Nasdaq 100. Et ce, même si le Nasdaq a mieux performé que le S&P, et ce depuis des années. J'ai vérifié, même depuis 1986, le Nasdaq a mieux performé. On parle de 12,85% de moyenne pour le S&P et de 18,30% pour le Nasdaq. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de tout vendre? Commençons par les petites raisons. Premièrement, les fonds qui représentent le Nasdaq ont pas mal plus de frais de gestion que les fonds, par exemple, du S&P 500. VFV, on parle de 0,09% de frais de gestion. Tandis que XQQ et ZNQ, c'est 0,39%. Deuxièmement, VFV offre également presque 4 fois plus de dividendes que ces deux fonds-là. Mais comme j'ai dit, ces deux raisons-là, c'est même pas pour ça que j'ai décidé de tout vendre. La raison principale, c'est la volatilité de l'action. Si on prend par exemple le dernier crash boursier en 2022, VFV a perdu 18% pendant que XQQ a perdu presque le double. 33%. Et depuis quelques mois, on parle sans cesse d'une bulle de l'intelligence artificielle qui pourrait éclater à tout moment. Mais c'est quoi cette bulle que tout le monde parle en langage simple? Une bulle, c'est quand tout le monde devient super excité par quelque chose. Les gens achètent en masse. Et ça, ça fait monter le prix des actions beaucoup plus haut que ce que ça vaut vraiment. Un peu comme de la spéculation. Et quand la réalité rattrape le marché, le prix chute brutalement. Et ça, ça peut faire très mal à ceux qui sont trop exposés. Donc, dans le cas de l'intelligence artificielle, on parle bien évidemment des compagnies technologiques
qui travaillent sur l'IA et qui ont vu leur valeur exploser juste parce que tout le monde voulait acheter ces actions et miser sur le futur. Et le problème, c'est que vu que tout le monde en parle et que tout le monde investit, ça devient plus spéculatif qu'économique réel. Donc si, je dis bien si, la bulle éclate, les fonds qui ont beaucoup de ces actions, comme le Nasdaq 100, peuvent perdre beaucoup plus rapidement qu'un fonds plus large comme le S&P 500. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de réduire mon exposition à ce type de risque. Alors ce 80% de Nasdaq que j'avais dans mon portfolio, je l'ai vendu et j'ai simplement acheté du S&P 500. Et la vérité, là, c'est que j'aurais très bien pu continuer à miser la majorité de mon portfolio dans le Nasdaq 100. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ce que j'ai à perdre commence à me sembler beaucoup plus gros que les quelques pourcentages de rendement supplémentaires que je pourrais gagner. Puisqu'avec les années, mon portefeuille a atteint un chiffre quand même respectable. Je suis pas encore rendu à 1 million de dollars en investissement, mais ça avance plutôt bien. Et je crois être rendu à une étape que je préfère prendre un peu moins de risques et de diversifier davantage, quitte à sacrifier un peu de rendement. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, là. Si demain matin la bulle de l'intelligence artificielle explose et que le Nasdaq perd 30-40%, pendant que le S&P 500 lui perd, disons, 15%? Ben, je vais être content d'avoir transféré le tout. Alors, pour répondre aux commentaires de Philippe sur ma dernière vidéo, non. Ça faisait longtemps que j'étais plus 100% S&P 500. J'étais rendu à 80% de Nasdaq 100 et 20% d'S&P. Par contre, maintenant oui, je suis dorénavant de retour avec 100% de S&P 500. Et ça, c'est également dû à mon instinct. Parce que oui, ça faisait quelques semaines que j'avais une petite voix sur mon épaule qui me disait de faire le transfert. Alors j'ai finalement décidé de l'écouter, tout comme toi qui as écouté la vidéo jusqu'ici. Je te dis un gros merci, j'espère que tu as liké la vidéo et j'espère également que tu vas prendre 2 petites secondes pour écrire un petit commentaire pour aider mon algorithme. Et ça peut autant être un mini commentaire comme Dominique ici ou un long comme Simon, puisque dans les deux cas, j'apprécie tous vos commentaires. Merci 1000 fois. Puis si t'es en train de te dire « Hey, il a réussi à faire une vidéo sans plugger son e-book », ben tu te trompes, parce que si t'as jamais lu mon e-book « Investir simplement, rapidement et efficacement », ça prend seulement 20 minutes à lire. Et ça t'explique vraiment toutes les bases pour investir intelligemment sans te compliquer la vie. Le lien est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.